Vigne Audio présente Le Serment Calabrais par Adrien Vigne, lu par Pierre-François Orsini. Chapitre 23. Qui est le capot de la crimine cette année? Qui a été désigné l'été dernier à San Luca? Franco, tu perds ton temps, je ne sais pas de quoi tu parles. Et la Tirrenica, qui la dirige? Et toi, pourquoi t'en prends-tu à moi? Parce que vous, monsieur Giocanti, vous résistez trop pour ne pas être impliqué jusqu'au cou dans l'organisation. Tu ne sais pas de quoi tu parles, vraiment? Parce que vous aussi, très exagéré ces rumeurs sur la mafia. On peut très bien vivre chez soi sans tomber à chaque coin de rue sur « Arrête de me prendre pour un con, Giorgio. Je suis magistrat depuis plus de 15 ans. Des seconds couteaux comme toi, j'en ai interrogé des centaines. Vos chefs vous traitent comme des esclaves qu'ils exploitent sans vergogne, tant l'appât du gain et l'espoir de prendre un jour leur place vous aveuglent. » Ils se font face. Giorgio soutient le regard de Franco qui, le premier, baisse les yeux. Franco consulte ses dossiers et reprend plus calmement. Revenons sur le meurtre du conseiller Alberto Murani. Encore? Vous avez des preuves contre moi? Grâce aux avancées scientifiques, nous avons pu déterminer que les analyses de la poudre des munitions retrouvées chez vous au fond d'une boîte à outils se sont révélées identiques au dosage des poudres retrouvées sur un fragment de vêtement de Murani, tué dans sa voiture. Le problème du tir à bout portant. Où se trouve votre arme? Je n'ai jamais eu d'armes ni de munitions. Un de mes employés les aura cachés là. T'as fini? Je peux retourner en cellule. Don Ricci, votre oncle, c'est lui qui vous a introduit auprès de la famille Gorbagne. Giorgio trouve la force de sourire à l'évocation d'un souvenir. Tu te souviens, on jouait au foot avec Gianni. Quel emmerdeur celui-là. Réponds! Fais-moi sortir d'ici, Franco. Je n'ai rien fait, tu le sais bien. C'est l'inspecteur qui... Franco, ne se retenant plus, explose. Putain, Giorgio! Pourquoi as-tu rejoint leur rang? Les autres, les Picciotti, je comprends, mais toi, avec le sang de nos pères sous la tonnelle, tu te souviens? Pourquoi? Pourquoi? Et Torre, qui te regarde de là-haut, que doit-il penser? Et Laura, elle perd son mari sous les balles de la mafia, puis son fils, séduit par les belles paroles d'un oncle véreux. Je ne te permets pas. Ta gueule, Giorgio! As-tu seulement pensé un jour, 1 heure durant, à la douleur de ta mère qui te voyait attiré jour après jour par le mal? À tous ces combats pour te protéger de ton oncle? De toi-même? Dis, Giorgio, tu as pensé? Giorgio, habitué maintenant aux tactiques de personnalisation des attaques par l'inspecteur et ses équipes, ne bronche pas. Devant son impassibilité, la colère de Franco monte d'un cran. Mais tu t'en fous, hein? Déjà, à l'époque, tout pour ta petite gueule d'ange du moment que ta vie était facile. Rappelle-toi la leçon des Torre. Paradis ou enfer, nos choix définissent notre destinée. Tu as détruit tout ce qu'il y avait de bien autour de toi. Ta mère, ta femme, tes enfants. Tu as choisi l'enfer. Tu es pitoyable. Giorgio a baissé la tête durant la dernière charge de Franco. Amaigri, fatigué, puisant dans ses dernières ressources, il tente un barou d'honneur. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Sinon, je ne serais pas retenu ici. Ma détention est illégale. Je veux un avocat. Vous m'entendez? Vous ne pouvez pas refuser. Tu sais ce qui se dessine petit à petit autour de toi? Une trame morbide. Sur 78 meurtres non élucidés entre Gioia Tauro et Reggio ces 5 dernières années, 42 furent commis à partir des mêmes munitions que les tiennes. Les analyses du labo sont formelles. Maintenant que tu n'es plus, les gens parlent. Tu croyais être invisible, mais tu es comme ces limaces qui laissent derrière elles une traînée de mucus qui sèche mais ne disparaît jamais totalement. Un long silence s'établit. Nous préparons ton procès. Giorgio hausse les épaules. Pense à ta famille lorsque ton nom sera étalé dans tous les journaux et les risques auxquels elle sera soudainement exposée lorsque tes amis apprendront que tu es en vie. Coopère, il est encore temps. Ta famille sera protégée. Nous les installerons sous une nouvelle identité dans un autre pays, le temps que tu purges ta peine. Sono pulito. Devant l'entêtement de Giorgio, Franco soupire, résigné.
Il pousse les dossiers ouverts devant lui sur un côté de la table, fouille dans son attaché case, en sort une grande enveloppe. Franco observe Giorgio un moment avant de l'ouvrir. J'ai identifié le commanditaire de l'assassinat de nos pères. Giorgio redresse vivement la tête et le dévisage. C'est un proche. Ton oncle, Don Ricci. Giorgio éclate de rire. Tu m'as fait une de ces peurs. Je croyais que t'étais sérieux. Si ça t'amuse. Mais écoute-moi. Rappelle-toi, la misère régnait dans l'arrière-pays à l'époque du Paquetto Colombo. Forgerons, nos parents avaient saisi l'occasion et s'étaient installés à leur compte, à Gioia Tauro, tandis que, resté dans son village de Las Promonte, Don Ricci était aux abois. Alors, 1 an plus tard, il est venu à son tour s'installer à Gioia Tauro et a immédiatement mis Sandrina au service de Gorbani père. Ce dernier manquait alors de ressources pour mener les faïdas contre les autres familles qui voulaient prendre le contrôle de la ville. Choix judicieux qui valut à Don Ricci, et lui vaut encore aujourd'hui, la reconnaissance et la protection du clan Gorbani. Parallèlement, il rackettait les commerces et les petites entreprises locales. Tu m'en diras tant. Franco, ignorant l'interruption, poursuit. À son arrivée à Gioia Tauro, en mal de fond, il a envoyé son homme de main se faire payer le pizzo, incognito, à l'usine de nos parents qui prospérait. Nos pères ont foutu le bonhomme dehors. Ils n'ont pas cédé aux menaces et ont résisté plusieurs mois jusqu'au jour de la fusillade. Franco fait une longue pause, les douloureux souvenirs de ces moments remontant à la surface. Alba, ma mère, s'en est doutée, d'où notre départ pour les États-Unis. Je me suis souvent demandé pourquoi vous aviez disparu du jour au lendemain. Franco dévisage Giorgio, moins assuré qu'auparavant. Franco joue un instant avec l'enveloppe qu'il tient à la main, fixe son ancien ami du regard quelques secondes, puis après une ultime hésitation, sort de l'enveloppe un document. La confirmation est venue par une autre source. En la partageant avec toi, je romps un double serment. Voici le courrier qui a levé nos doutes concernant ton oncle. Il tend une lettre que saisit Giorgio. La lettre est rédigée d'une écriture tremblante, au porte-plume et à l'encre, comme autrefois. Giorgio se focalise sur la signature. Laura. La mama. Elle a écrit à 2 reprises à ma mère. Une fois pour la supplier de t'héberger chez nous, pour faire tes études aux USA. On vous a envoyé des billets d'avion, mais vous n'êtes jamais venu. Cette lettre-ci, ta mère l'a envoyée peu de temps avant de mourir. Elle ne voulait pas que tu la voies. Giorgio lit la lettre, dans un murmure. Très cher Alba, les jours me sont maintenant comptés. Je suis plus seul que jamais dans notre première maison là-haut, au village où je suis retourné vivre. Te souviens-tu ? Que de bons souvenirs, les plus heureux. Je n'ai pas le courage de l'avouer à Giorgio, maintenant qu'il est enfin rangé et a une famille heureuse, mais à toi et à ton fils, je dois la vérité. Maria, ma belle-sœur, pour soulager sa conscience peu de temps avant de mourir, m'a confié qu'elle avait entendu son mari, Cesare, ordonner les meurtres de Giuseppe et d'Ettore. Il refusait de payer le pizzo et avait déposé une plainte chez les carabiniers. Cesare, mon propre frère. Quelle humiliation. Quand je pense qu'il m'a menti toutes ces années prétendant que c'était vos cousins de San Luca, qu'il a aussi fait disparaître pour effacer toute trace de son crime sordide. Après toutes ces années de lutte, je n'ai plus l'énergie ni le courage de l'affronter. Je n'aspire plus qu'à quitter cette terre maudite qui conservera nos dépouilles mortelles et retrouver Ettore dans un monde meilleur. Ma chère amie, comme j'ai honte de devoir t'avouer cette horrible réalité, mais au nom de notre amitié et de la vérité, je devais te l'écrire. Ces quelques lignes m'ont épuisé. J'espère que toi et ton fils me pardonnerez d'avoir apporté le malheur dans votre famille. Ton ami, si tu le veux bien encore, Laura. Giorgio fixe maintenant la lettre, sans la voir. Franco tire une photo de l'enveloppe qu'il tend à Giorgio. J'ai enquêté toutes ces années. Voici la photo de l'un des tueurs. Je n'ai jamais réussi à identifier le second. Giorgio contemple la photo. L'homme de main de son oncle. L'homme à la cicatrice. Celui qui l'a entraîné dans son premier meurtre et l'a formé au maniement des armes.
Il est plus vieux sur la photo que dans les souvenirs de Giorgio, mais reconnaissable. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté si tu es si sûr de toi ? Prescription, malheureusement. Franco reste immobile, s'interrogeant sur les pensées qui doivent se bousculer dans la tête de Giorgio, tandis que ce dernier relit lentement la lettre. Après cette révélation, tout ce en quoi il croyait devrait s'effondrer. Il vient de réaliser que sa vie s'est construite sur une trahison familiale, puis sur un mensonge. Quel sentiment peut alors prédominer à cet instant chez lui, qui n'a rien voulu lâcher toutes ces longues semaines ? La haine, la colère, la désillusion, l'abattement, tout cela à la fois ? L'un de ces sentiments prédomine-t-il ou bien forme-t-il un tout qui l'anesthésie jusqu'à ce qu'il reprenne pied dans la réalité ? Comment va-t-il réagir ? Franco observe son ami d'enfance. Ce long séjour dans les conditions implacables qui lui ont été imposées l'ont transformé physiquement. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Faut-il s'apitoyer sur son passé pour justifier une vie entière vouée à la criminalité ? Franco se remémore une lecture estudiantine, un passage du roman La plaisanterie de Milan Kundera, qu'il avait frappé et auquel il a longtemps cru consacrer son engagement dans son application de la justice. Vivre dans un monde sans pardon, où la rédemption est refusée, c'est comme vivre en enfer. Pourquoi cette citation lui revient-elle face à son ami, alors même que dans son parcours de juge, il l'a si peu appliquée ces dernières années pour faire avancer sa carrière ? Est-ce un aveu d'échec personnel ou un passage à vide sur le sens de son engagement ? Sa mission et ses ambitions reprenant le dessus, Franco est convaincu d'avoir enfin brisé l'armure de son ami. À quel prix ? La trahison du serment d'Alba à Laura de ne pas révéler à George la vérité sur son passé pour le préserver. Valait-elle la peine d'attendre si longtemps ? Chapitre 24. Assis face à Franco et à l'inspecteur, Giorgio parle. Voilà une semaine que Giorgio parle et parle encore. Il n'a plus aucune retenue et parle sans émotion, ni état d'âme. Rasé, nourri correctement, il a repris quelques forces et a retrouvé un peu de dignité humaine. Il conserve néanmoins toujours des traces de son traitement passé. Il n'a pas retrouvé en si peu de temps sa corpulence originelle. Ses joues sont encore creuses et son attention vagabonde à la moindre distraction. L'un des trois m'appelait pour commander une exécution en se faisant passer pour un client. Une fuite d'eau, c'était un capot d'une autre ndrina ou une cible spéciale comme un repenti à éliminer. Un devis pour une installation, c'était plus sérieux. Un civil à exécuter et à faire disparaître. Le récit sans émotion de Giorgio est glaçant. Selon les cas, je devais m'assurer que les corps soient retrouvés ou pas. Pour les civils, c'était la baignoire et l'acide, ou les porcs pour ne pas laisser de traces. C'était selon les saisons et les époques. Pas de corps, pas de délit. Enfin, jusqu'au député Malcone et la fille. Je les ai enterrés dans la montagne, ces deux-là. C'est pour elle que j'ai fait ça. Vous comprenez, il lui fallait une sépulture. Elle n'avait rien fait de mal, mais elle m'avait reconnu. Il y a eu quelques autres innocents, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pas vrai ? Pour me rattraper, je les ai aussi enterrés ici et là, dans la montagne, pour qu'ils reposent en paix, sans rien dire aux autres pour ne pas m'attirer d'ennui. Ils ne cherchent pas leur approbation, mais leur compréhension pour ce geste chrétien. Pour ne pas le contrarier, l'inspecteur hoche la tête. Satisfait, Giorgio reprend. Pour la plupart des membres de l'organisation, c'était différent. Leurs exécutions devaient marquer les esprits et entretenir le respect. Dis plutôt l'omerta, l'interrompt Franco. Giorgio relève la tête, interrompu dans son monologue. Mécontent, l'inspecteur fusille Franco du regard et prend le relais pour maintenir le fil de la narration. Votre principal interlocuteur était Vitelli ? Ouais, c'est lui qui me fournissait en armes et véhicules blancs. Véhicules blancs ? Des voitures de particuliers, garées dans des parkings tenus par la famille. On emprunte le véhicule et une fois le coup terminé, le gardien la nettoie. Ni vu, ni connu. Franco, stupéfait, ne peut s'empêcher de réagir une nouvelle fois. Que se passe-t-il si le propriétaire réclame son véhicule avant son retour ? On leur raconte que leur voiture a été volée,
de faire jouer leurs assurances et on leur offre 1 an de parking gratuit. C'est une invention des Siciliens. C'est certain que côté expérience, ils sont bien placés. Chaque jour apporte son lot de révélations et rapproche les enquêteurs des frères Corbani. De temps en temps, Franco et l'inspecteur échangent un regard, tant la naïveté de Giorgio se révèle parfois simplement désarmante. Un matin, il arrive avec une lettre qu'il tend à Franco. C'est pour Chiara. Tu lui remettras ? Vous les protégez bien, elle et les enfants. Toutes les mesures sont prises. Nous avons de l'expérience dans ce domaine. Crois-moi. Franco range la lettre dans son attaché-case, regarde son ancien ami et lui pose la question qui le taraude depuis le premier jour. Giorgio, combien en as-tu éliminé ? Je ne sais pas, je ne les ai jamais comptés. Tu sais, après les premiers, on n'y pense plus. Il y a eu des hauts et des bas, des périodes plus actives que d'autres. Dans les périodes plus calmes, je pouvais développer mon entreprise. Tu n'en as réellement aucune idée ? Sur 30 ans, peut-être 200, 300. Quelle importance ? Il le dévisage, abasourdi. Giorgio a l'air étonné, surpris par leur réaction. Vous savez combien il y a eu de morts en 30 ans de guerre entre les familles et lors de chaque faïda ? Alors, des chefs de famille qui disparaissent, ce sont des guerres qui cessent. C'est bien, non ? Tu n'as jamais songé à t'échapper de ce milieu, à t'installer ailleurs ? Pourquoi ? Plombier. J'avais un moyen honnête de gagner ma vie. Plus besoin de tremper dans des combines et petits arrangements ou de faire le pied de grue avec les autres pitchotti à longueur de journée. C'était le prix à payer et puis je suis apprécié et respecté. Ouais, respecté. Ces quelques mots raniment visiblement des souvenirs. Pendant quelques secondes, Giorgio n'est plus avec eux. À quoi penses-tu ? Le relance Franco. À Paolo. Comment ça ? C'est à Polsi que j'ai réellement gagné son respect. Précisément le 2 septembre 2006. La célébration de la Vierge battait son plein. Giorgio sourit à l'évocation de ce souvenir et se lance dans un long monologue. Comme chaque année, en cette fin d'été, la foule se pressait autour des porteurs de la statue de la Vierge et de l'enfant Jésus qui traversaient le hameau de Polsi, au rythme des battements des tambourins, des cris, des prières de dévotion et des applaudissements. Déguisé en chauffeur, je me mêlai un temps à la foule puis rejoignis dans une ruelle en contrebas du village, le 4x4 de Paolo. Après de longues tractations, les capots des principales ndrine de la plaine s'étaient retrouvés à Polsi pour la fête de la Vierge miraculeuse. 2 familles, les Carlone Mocenigo et les Gorbani, s'opposaient violemment depuis plusieurs mois. Une trêve sous l'égide de la crimine avait été conclue le temps de la célébration pour tenter de trouver une issue à cette guerre fratricide. Paolo Gorbani et Carlone Mocenigo, Junior, ayant effectué ensemble leurs études dans la même université aux États-Unis, ils parvinrent à convaincre leurs aînés et les capos des ndrine affiliés à approuver une nouvelle répartition de la cocaïne qui transite par le port, en provenance de Colombie. Une fois les négociations terminées, la plupart des capos se joignirent à la foule, comme à leur habitude. Paolo, qui ne souhaitait pas rester, proposa à Junior de le raccompagner à Reggio. Rocco et Carlone Mocenigo Senior, réconciliés un temps, les félicitèrent pour avoir mis un terme à cette querelle et nous regardèrent nous éloigner. Paolo et Junior prirent place à l'arrière du 4x4. Je démarrai, lentement. La longue file de voitures garées le long de la route étroite m'obligea initialement à la plus grande prudence, puis, peu à peu, la voie se dégagea, me permettant d'accélérer mais prudemment. La route qui mène à San Luca est sinueuse, bordée de profonds ravins. Je les entendais dans mon dos, calculer leurs dîmes sur chaque tonne de cocaïne à venir et projeter leurs futurs revenus, lorsque j'accélérai brusquement la voiture. J'avais précédemment repéré un terre-plein qui dominait un ravin particulièrement profond. À la sortie du virage, je bloquai brutalement les freins, imprimant sur le sol des marques de pneumatiques. La voiture dérapa et j'arrêtai le 4x4 pile face au ravin. Initialement surpris, Junior réalisa enfin le piège dans lequel il était tombé, en voyant Paolo le menacer avec une arme. Une fois Junior assommé, je sortis du coffre le cadavre d'un passant choisi dans la foule de Polsi. Je lui enfilai ma veste, ma casquette et, pour faire bonne mesure, la paire de lunettes noires dont j'étais affublé. Avec Paolo, nous l'installâmes à la place du chauffeur, Junior toujours endormi à l'arrière. À l'aide d'un pied de biche, j'arrachai la portière arrière du côté où Paolo s'était installé et la jetai dans les premiers buissons du ravin. Pousser la voiture à deux fut un jeu d'enfant.
Celle-ci bascula dans le ravin, rebondissant sur des rochers saillants pour finir sa course au fond du gouffre, où elle prit feu et explosa. Tandis que je positionnais une charrette chargée de foin que j'avais cachée dans les sous-bois voisins, dans l'axe de la trajectoire du 4x4, Paolo observa les traces de pneus sur la route puis recula pour s'assurer de la crédibilité de notre simulation. Satisfait, il se roula dans les buissons et épineux jusqu'à déchirer sa veste et avoir le visage et les mains couvertes d'égratignures. Il me félicita pour la précision de ma préparation et s'allongea près du ravin pour faire le mort en attendant le passage du prochain véhicule. Je me cachai au-dessus de la route, derrière des arbres pour le couvrir. On ne sait jamais à qui l'on a affaire dans ce pays. La première voiture passa sans remarquer Paolo, ou préféra ne pas s'arrêter. La seconde, en revanche, s'immobilisa et ses occupants vinrent lui porter secours. Rassuré de constater qu'il s'agissait de touristes, je regagnai ma voiture cachée dans le sous-bois et les suivis à distance. Giorgio interrompt son monologue un instant, puis ajoute « Calone Mocenigo Senior acheta ou pas la version de la mort accidentelle de son fils et mourut électrocuté dans sa baignoire quelques semaines plus tard. Ainsi en avaient décidé Rocco et Paolo. Cette histoire nous rapprocha et dorénavant je vis plus souvent Paolo que Rocco. Un souvenir chassant l'autre, il se secoue. Plus tard, j'ai rencontré Chiara. Elle était serveuse. Elle et les enfants furent les premiers vrais moments de bonheur dans ma vie. Je les reverrai quand ? Franco lui répond distraitement. Plus tard. Tu n'oublieras pas de lui remettre ma lettre ? Compte sur moi. Giorgio ne perçoit pas l'infime hésitation de Franco, contrairement à l'inspecteur, qui ne le relève pas. De retour dans le monde vivant et bruyant de Reggio, l'inspecteur avec son équipe se focalise sur le traitement des informations fournies par Giocanti. Grâce à lui, ils ont maintenant largement de quoi inculper les Gorbani. Encore faut-il qu'ils préparent leur opération discrètement pour éviter les fuites qui alerteraient immanquablement leur cible. Tous les soirs, ils visionnent avec Matteo les vidéos des interrogatoires de Giorgio qui se poursuivent à Fort Bar. Écoutant Giocanti raconter comment il avait été touché par la mort de Vitelli, qui, lorsqu'il était invité à dîner chez lui, apportait des cadeaux aux enfants, Matteo est ulcéré. Ce type est pathétique. Il est capable de plonger son prochain dans une baignoire d'acide pour faire disparaître son corps, et le voilà qui s'apitoie sur le sort de l'homme qui lui a ordonné pendant presque 30 ans de tuer son prochain. J'espère qu'il va payer pour ses crimes. L'inspecteur opine, songeur. Un problème ? J'ai oublié de demander au proc des nouvelles de la famille de Giocanti. Il réagit bizarrement lorsque Giorgio l'a évoqué. La bande défile. L'enregistrement prend un tour plus intéressant car plus personnel entre les deux anciens amis. À l'écran, après une énième révélation sur la disparition d'un chef de famille de Catanzaro, Franco conclut leur entretien. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Tu as de la chance que les meurtres remontant à plus de 10 ans soient prescrits. Franco soupire. Mais comment t'es-tu fourré là-dedans, avec nos pères abattus sous nos yeux ? Facile à toi de dire ça. Avec ta situation, ton salaire, regarde-toi. Tu es sapé pour plus d'1 million de lire. Tu me fais marrer. La critique de Giorgio fait sortir Franco de sa réserve habituelle. Et qu'est-ce que t'en sais de ma situation ? Tu sais ce que c'est, l'Amérique ? Toi, le pecno jamais sorti de son bled, à se contempler le nombril et à rançonner des gens sans défense. Je vais te dire, moi, ce que c'est, l'Amérique. C'est Ellis Island, ce hangar à immigrés qui sointe la pauvreté, la misère de l'Europe qui tente de se faire une nouvelle vie. C'est le trou à rats dans lequel tu loges avec comme fenêtre sur le monde un soupirail qui donne sur les pieds des passants et où tu passes ton enfance enfermée, tandis que ta mère se crève la peau pour des bourgeois, des parvenus qui la méprisent, qu'elle se prive et tout pour son fils jusqu'à en mourir. Alors oui, quand tu vis ça, tu te bagarres, mais pas lâchement comme toi. Tu te bats pour étudier, pour travailler, pour payer tes études et faire que tous les efforts de ta mère n'aient pas été vains. Tu comprends ça, Giorgio ? Ça te parle ? Plutôt que laisser ta pauvre mère, Dieu et son âme, dépérir en voyant son fils tourner en voyou. Un long silence s'établit entre eux, puis Giorgio laisse tomber. Ce qui est fait, est fait. Fin de cette session. L'image à l'écran vire au noir, pas de générique. Ce n'est pas un film, mais une étape dans un long combat. Les deux policiers sont silencieux devant l'écran qui grésille maintenant. Cette brève ouverture sur le passé de Franco les a touchés.
Matteo saisit la télécommande pour éteindre le moniteur. Une bière ? Ce n'est pas de refus. Retrouve Giorgio dans l'épisode suivant et abonne-toi pour ne pas rater la suite du podcast. Les romans Le Calabrais et la malédiction calabraise, la suite du serment calabrais, sont disponibles sur le site des éditions Spinel et sur mon site adrienvigne.com.